Bonjour et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Patrick Pazin, éditeur et écrivain. Récemment, il a publié aux éditions Talma un ouvrage intitulé La responsabilité criminelle de l'Occident, nos options pour stopper la crise. Dans ce livre, il a consacré quelques pages à Taïwan. Comme vous le savez tous, la question de Taïwan est une actualité brûlante. Patrick Pazin, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. Alors, il y a quelque temps, Jean-Luc Mélenchon a déclaré à l'Assemblée nationale « Taïwan est une province de la Chine ». D'ailleurs, pour beaucoup de Chinois, c'est une vérité historique qui a été reconnue par les 3 communiqués communs publiés on va dire dans les années 70 oui. et signés entre la République populaire de Chine et les États-Unis. Pourquoi aujourd'hui cette question divise encore l'opinion internationale? Donc la première question est la suivante. D'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'esprit de ces 3 communiqués? D'accord. En fait, donc déjà le général de Gaulle reconnaît la République populaire de Chine, donc c'est à l'époque du président Mao, comme la Chine. Et du coup, la conséquence, en fait, sera qu'à l'ONU, ce sera dorénavant la République populaire de Chine qui sera considérée comme la Chine, et, alors qu'auparavant, c'était la République de Chine, donc Taïwan, qui était considérée comme la Chine. Avant la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Voilà. Et donc, en fait, c'est très étonnant parce qu'à une époque, Taïwan avait une revendication sur le continent, c'est-à-dire sur la République populaire de Chine. Et on le voit d'ailleurs, ils avaient également des revendications territoriales sur certaines zones qui aujourd'hui sont sous le contrôle de l'Inde ou à l'époque de la Birmanie. Alors évidemment, depuis, ces revendications territoriales ont cessé, mais il y a une époque où effectivement, la République de Chine se considérait comme la Chine et envisageait de récupérer la Chine continentale. Voilà. Et donc en fait c'est-à-dire excusez-moi, c'est-à-dire que aussi bien Taïwan que la République populaire de Chine revendiquaient. C'est ça, revendiquer l'autre. Revendiquer l'autre, exactement. Oui. Et cette question a été tranchée, donc effectivement, le général de Gaulle est le premier occidental à reconnaître la République populaire de Chine comme la Chine. Et puis ensuite, il faut attendre le voyage de Nixon. Avec l'établissement surtout des relations diplomatiques entre les deux pays. Exactement. Et ensuite, il faut attendre le voyage du président Nixon pour que là, effectivement, la communauté internationale reconnaisse la République populaire de Chine comme la Chine. La Chine prend la place au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Et puis, à la place de Taïwan, qui est sorti tout de suite. Exactement. Ouais. Donc, c'est tout à fait compréhensible que le dossier taïwanais revienne dans l'actualité parce qu'en fait, donc merci, vous avez cité le livre que j'ai écrit sur la guerre en Ukraine. Voilà, il est là. Merci. Qui démontre la responsabilité criminelle de l'Occident. Parce que, incontestablement, l'Occident a généré cette guerre, a préparé cette guerre. Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je peux expliquer. Mais il y a quand même un lien, je crois. Exactement. Oui. Alors, pour un certain nombre de géopolitologues, la guerre en Ukraine est en réalité une guerre par procuration entre les États-Unis d'une part et la Russie d'autre part. Et dans cette guerre, l'Ukraine est juste un pion sur l'échiquier américain. Et ces mêmes politologues pensent aussi que la même chose va se produire avec Taïwan. En ce sens que les États-Unis vont pousser la République populaire de Chine, vers une guerre entre les 2 détroits de Taïwan et que Taïwan va juste servir de chair à canon. C'est ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, je vais ajouter un point sur En fait, c'est effectivement une guerre par procuration, il n'y a aucun doute, non seulement contre la Russie, mais pas uniquement contre la Russie, contre l'Allemagne aussi, contre l'Europe, et aussi contre la Chine. Parce qu'en fait, quand on regarde les routes de la soie,
pour aller jusqu'en Allemagne, jusqu'en France, jusqu'en Angleterre, la meilleure route, c'est de passer par l'Ukraine. À partir du moment où l'Ukraine est militarisée, où il y a la guerre, les routes de la soie ne passent plus par l'Ukraine. Donc déjà, en attaquant la Russie, c'était aussi un coup contre la Chine. Et donc maintenant, nous en venons à l'essentiel du sujet. Évidemment, ce qui se prépare à Taïwan, c'est la même chose que ce qu'ils ont fait en Ukraine. Et c'est prévisible depuis, en fait, bien avant que la guerre ait démarré. C'est-à-dire que mais même quand alors je ne veux pas remonter trop loin, mais quand on voit la guerre de Corée, c'était dans les années 1950. Hein. Oui. Déjà, on oublie que ce sont des généraux américains qui l'expliquent. 30% de la population de la Corée du Nord a disparu. Donc, ça veut dire que la Corée du Nord se souvient très bien que 30% de sa population a disparu. Ils ont reçu plus de 30 000 tonnes de napalm. Enfin, et je me souviens d'un témoignage, c'était il me semble que c'est le général MacArthur, devant le Congrès, qui dit combien il était horrifié de ce qu'ils ont fait. Et en fait, les États-Unis, depuis longtemps, entretiennent un climat de guerre entre les deux Corées. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la zone industrielle de Kaesong. Un accord avait été trouvé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, qui démarre en 2004, où, à quelques kilomètres de la zone démilitarisée, les Sud-Coréens vont pouvoir créer des usines et employer des Nord-Coréens. Et donc, il va y avoir jusqu'à 50 000 Nord-Coréens qui viennent travailler dans ces usines, qui sont payés avec l'argent de la Corée du Sud. Et c'est extraordinaire parce que quand on fait du commerce, on ne fait pas la guerre. Et en fait, en 2010, tout ça va s'arrêter parce qu'il y a un incident. Un bateau sud-coréen va être coulé. Officiellement, on ne sait pas par qui. Les experts américains vont dire, alors, ce sont les Coréens du Nord qui ont fait ça. En fait, l'ONU dit, on ne sait pas. On sait qu'il y a il y avait 104 marins, il y en a 46 qui sont morts, mais on ne sait pas qui a envoyé une roquette. On ne le saura peut-être pas. Hein, on ne le saura jamais. Mais on ne le saura jamais, tout comme... Enfin, à mon avis, on le saura. On finira par le savoir. Mais du coup, du jour au lendemain, vous voyez, tous ces accords de paix, de rapprochement entre la Corée du Nord et la Corée du Sud s'arrêtent. Du jour au lendemain, ça s'arrête. Ça a commencé à reprendre, et puis en fait, il y a eu des exercices militaires entre la Corée du Sud. Parce qu'en fait, quand le président Moon a été élu en Corée du Sud, il a clairement dit qu'il souhaitait un rapprochement avec la Corée du Nord. Mais tout a été fait pour que ça ne se produise pas. Et Taïwan, c'est la même chose. C'est-à-dire que... Alors, il me paraît évident que la présidente Tsai subit d'énormes pressions, donc la présidente de Taïwan. Mais comment Taïwan... Enfin, quel est l'intérêt pour Taïwan d'acheter des armes aux États-Unis alors que la Chine est à 180 km. Enfin, de l'autre côté du détroit, c'est même pas 200 km. La Chine ne peut pas accepter qu'il y ait des armes... Et déjà, c'est interdit, hein, je veux dire. De toute façon... Par les 3 communiqués, les États-Unis n'ont pas le droit. Bien sûr. Enfin, d'ailleurs, les États-Unis, ils avaient promis de cesser progressivement de livrer des armes aux Taïwanais. Oui, bien sûr. Oui, mais s'ils ne livrent pas d'armes, s'ils ne patrouillent pas dans le détroit, en Chine méridionale, ils ne peuvent pas entretenir un climat de guerre. Voilà. Vous avez vu, il y a très longtemps, j'étais stagiaire au Japon. Je suis allé à Hiroshima quand j'étais il y a 40 ans. Et quand je vois que le Japon veut se réarmer de nouveau, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que le Japon a intérêt déjà, comme beaucoup d'autres pays, le Japon voit sa population vieillir et diminuer. Moi, je me souviens, quand j'étais étudiant au Japon, il y avait 134 millions de Japonais. Maintenant, j'ai vu, ils sont 126, 128 millions. Qu'est-ce que le Japon va s'engager dans une guerre contre la Chine? En fait, d'ailleurs, dans votre livre, il y a un passage assez dur envers les Japonais
vous écrivez par suite les principales colonies en Asie, Corée du Sud, Japon et Taïwan, ont du souci à se faire puisqu'il leur est imposé de se préparer à une attaque contre la Chine. Vous considérez donc le Japon, la Corée du Sud et Taïwan comme des colonies américaines. Mais comme nous d'ailleurs, comme nous Français, nous croyons, enfin de moins en moins, Dieu merci, le peuple français se réveille. Notre souveraineté est de plus en plus... Enfin, on se rend compte qu'elle est réduite. Et ça va être de pire en pire, puisque l'OTAN a signé un accord avec la Commission européenne. Bientôt, c'est la Commission européenne qui va décréter quel est le pourcentage d'armement dans lequel nous devons investir chaque année. Or, on sait très bien que quand on investit dans l'armement, alors on peut dire oui, mais ça crée des emplois, comme le président Macron l'a dit, mais on sait très bien que les investissements qui sont faits dans l'armement produisent quasiment 2 fois moins de richesses que les mêmes investissements dans les industries civiles. Parce qu'en fait, et c'est très facile à comprendre, une fois que vous avez acheté des armes, vous avez fabriqué des armes, oui d'accord, vous avez fait travailler du personnel, mais ces armes, elles restent dans des entrepôts, elles ne servent à rien jusqu'à ce qu'on s'en serve, alors que si les mêmes investissements sont produits dans l'économie digitale, sur des routes, sur des ponts, sur des bâtiments, ça crée de la richesse. On sait très bien que quand on crée des routes, on crée de la richesse. Et d'ailleurs, je constate que c'est d'ailleurs la politique de la Chine, avec les routes de la soie, de construire des ponts, des routes, des voies ferrées. Je ne me souviens pas de quand les États-Unis ont construit des routes, des voies ferrées, des ponts en Afrique, à part pour leurs bases militaires. Mais quand est-ce que l'Occident, enfin en tout cas surtout les anglo-saxons, ont construit des ponts et des voies ferrées à grande vitesse en Afrique? J'ai la mémoire peut-être un peu défaillante, mais je ne m'en souviens pas. Et oui. Oui, allez-y, je vous laisse. Donc effectivement, quand Taïwan achète des armes aux États-Unis, d'abord, non seulement c'est un non-sens économique, parce qu'elle se prive de ressources essentielles, et puis deuxièmement, qui peut croire que Taïwan pourra se défendre contre l'armée populaire de Chine? Enfin, je veux dire, c'est comme l'Ukraine. Réellement, enfin, je veux dire, les experts militaires disaient, mais quand on voit la puissance militaire russe et sa taille et ses ressources à tous les niveaux, quand on voit l'Ukraine à côté, c'est quand même une population qui est 3 fois plus petite, c'est un pays qui est beaucoup plus petit, qui n'a pas toutes les ressources économiques de la Russie. On peut pas, alors oui, l'Ukraine a tenu, mais qu'est-ce qui restera de l'Ukraine à la fin? Pas grand-chose. L'Ukraine est morte. D'ailleurs, dans le livre, je l'explique, en 2021, donc avant la guerre, l'Ukraine perd 400 000 personnes, c'est-à-dire qu'il y a 400 000 décès de plus que de naissances. C'est impensable. Ça veut dire que sur une population de 40 millions d'habitants, elle a perdu 1% de sa population entre le déficit des naissances et de décès, sans parler de l'immigration, sans parler de tous les Ukrainiens qui ont fui prioritairement en Russie d'ailleurs, parce qu'on oublie que avant la guerre, la première destination pour les Ukrainiens, c'était la Russie. Alors ça peut sembler étonnant, mais l'Ukraine, en fait l'Occident a détruit l'Ukraine avec la volonté du gouvernement ukrainien. Et en fait, malheureusement, c'est ce qui va se produire à Taïwan. Si on ne trouve pas si la diplomatie et le bon sens ne reprennent pas leurs droits.